BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gango. Je suis ravie de vous retrouver, il est 15h, on est ensemble pendant une demi-heure pour BFM Crypto, le club, avec plein de thèmes encore aujourd'hui. On va parler de comptabilité, d'authentification, de NFT, de Dubaï, de ce qui s'est passé, d'actu évidemment, les dernières actus avec mes invités. Houssen Issouf Ali, fondateur d'Odol Consulting, bonjour. Bonjour Sandra. Merci d'être sur ce plateau. Guillaume Murel est avec nous également, cofondateur de Trace, bienvenue dans cette émission. Et vous êtes habitué, Xavier Gomez, directeur général de Vincelion est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Sandra. Ravi de vous retrouver dans cette émission BFM Crypto, le club. Vous continuez à nous écrire, à vous poser toutes vos questions. Questions de novices, les questions aussi d'investisseurs avertis sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30 sur ce plateau. BFM Crypto, le club. Soyez les bienvenus, c'est parti. Bon, d'habitude, je commence par les actus, mais là, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par Houssen. Bonjour Houssen. Bonjour Sandra. Houssen Issouf Ali, fondateur d'Odol Consulting. Vous nous rappelez ce que c'est qu'Odol Consulting ? Alors, Odol Consulting, c'est un cabinet, premier cabinet d'expertise comptable 100% spécialisé dans les actifs numériques. Voilà. Vous êtes combien sur le marché à faire cette activité-là ? Alors, en full 100%, je suis le seul aujourd'hui, et sinon, il y a un peu moins de 10 confrères et consoeurs qui accompagnent les porteurs de projets Web3. Vous aviez créé ce cabinet Odol en 2022, c'est ça ? C'est bien ça. Vous aviez pressenti que les crypto-actifs allaient prendre cette place, allaient prendre cette forme ? Je pose souvent cette question dans cette émission parce que moi, rien qu'en 4 mois, je suis très étonnée de la forme que ça prend en ce moment. Il y a tellement de choses et de nouveautés qui arrivent quotidiennement. Est-ce que vous aviez prévu tous ces changements en l'espace de 3 ans ? Alors, pas autant. Effectivement, le marché évolue de différentes manières. Ouais. Mais effectivement, oui, non, c'était quelque chose que je pressentais depuis 2020, notamment avec l'arrivée de la DeFi qui a pour moi changé beaucoup de choses. Notamment, j'ai fait moi-même mon mémoire d'expertise comptable sur ce sujet-là et je voyais de plus en plus d'acteurs venir s'attaquer à la finance traditionnelle et proposer des choses sur la blockchain par rapport à ça. Et ensuite, tous les cas d'usage qu'on a pu voir, notamment avec les NFT, les métavers, la tokenisation, etc., etc. On va y revenir évidemment, mais qu'est-ce qui vous a le plus étonné ? Les ETF, les stablecoins, les tokens, les NFT, la détention de Bitcoin en propre, tout ça croît de façon parallèle. Qu'est-ce qui vous étonne le plus en ce moment dans ce qui se développe comme produit ? Probablement le cas d'usage sur les paiements. Qui prend le plus d'ampleur, justement, et on a également un certain nombre de demandes de nos clients qui nous posent cette question de est-ce qu'on peut payer avec les stablecoins ? C'est quoi les avantages ? Est-ce que, au-delà de cette notion de paiement, en fait, les stablecoins ont pris vraiment un enjeu stratégique. C'est pour ça, d'ailleurs, que Mika a voulu tout de suite réguler cette partie stablecoin. Donc, stablecoin pour les paiements, stablecoin derrière pour aller fructifier l'investissement, en fait, la trésorerie excédentaire des sociétés. Donc, pour moi, c'est un des cas d'usage que j'ai pu voir surtout partir en flèche sur les dernières années. C'est vrai, c'était une question que je voulais vous poser à la fin de l'émission, et puisque vous en parlez, allons-y, il n'y a pas d'ordre dans cette émission. C'est vrai que Xavier Gomez, les stablecoins, il y a ce développement en ce moment. Je vous demande votre avis. Pour contrer l'hégémonie du dollar, la BCE, elle tape sur son projet d'euro numérique. Est-ce qu'au contraire, le développement des stablecoins adossés à de l'euro, ce ne serait pas finalement la solution la plus intéressante ? Parce qu'en euros, il n'y en a pas tant que ça. Oui, effectivement, il y a peu on va dire, de stablecoins euros qui tiennent la route face au dollar. Oui. Donc, il est vrai qu'il y a, dans les stablecoins européens, il va y avoir la concurrence, entre guillemets, ce qu'on appelle des CBDC en anglais, donc des monnaies numériques de banque centrale, auxquelles la communauté, on va dire, crypto, blockchain institutionnelle française ou européenne a du mal à y croire, que ça va être pour on va dire, les insiders de la finance traditionnelle qui ont réagi défensivement à l'arrivée de l'innovation de la crypto par rapport à des acteurs spécialisés tels que Circle et Tether qui étaient très présents à cet événement de Dubaï Token 2049 auquel on était auprès de Vincelion. Et il faut voir les faits. Les faits, c'est quoi ? Ce sont beaucoup de pays émergents aujourd'hui qui intègrent, bon an mal gré, ces stablecoins.
je prends l'exemple simplement d'un pays en Argentine qui a quelques difficultés et macroéconomiques fortes avec une hausse de la pauvreté. Et c'est vrai pour d'autres pays. Vous avez, compte tenu de l'absence du secteur bancaire et financier qui tienne la route, un développement de la crypto et un développement par conséquent des stablecoins pour pouvoir vivre, payer ces différentes dépenses, puisqu'ils ne peuvent pas se baser sur le secteur bancaire argentin. Et donc, les stablecoins jouent le rôle de monnaie alternative dans certaines zones géographiques ou dans certains pays. Et pour en revenir au point, les monnaies de banque centrale, en fait, moi, j'attends de voir réellement l'utilité qu'on va donner. Parce qu'il y a un risque aussi, si on est, entre guillemets, une vision ultra-libérale et libertaire, c'est un jour, si on va un peu trop loin avec le système qui risque d'être mis en place, ça, ce sont les détracteurs, on n'aura plus besoin de secteur bancaire. Ce sera la Banque centrale en direct. Bon, c'est un sujet à débat. Oui, exactement. Guillaume, on va revenir sur Trace tout à l'heure et on va continuer aussi évidemment sur HODL. Mais votre avis sur le développement des stablecoins actuellement? Est-ce que c'est ça la plus grande surprise de cette dernière année? Mon avis sur le développement, très simplement, je pense que, comme l'a dit Xavier, c'est une très bonne chose qu'il puisse y avoir des solutions alternatives. Oui. L'exemple de l'Argentine, c'est le meilleur qu'on puisse citer, parce que ça propose des solutions alternatives à la population. Maintenant, comment ça va s'inscrire dans l'histoire de la monnaie et comme réelle solution de paiement à l'international, voilà, j'ai pas la réponse. C'est très ciblé en Europe, avec Mika, effectivement, les USDC ont été délistés, voilà, et ça fait concurrence. En tout cas, c'est intéressant. On va revenir sur HODL. On n'a pas dit ce que vous accompagnez comme forme d'entreprise. Déjà, est-ce que vous n'accompagnez que des entreprises ou vous faites aussi les particuliers chez HODL Consulting? Alors, à plus de 95% des entreprises, mais effectivement, les dirigeants, ils ont également des portefeuilles d'actifs numériques à titre personnel, donc on les accompagne sur le volet fiscalité, entre autres, côté particulier, voilà. Et je ne sais pas si vous voulez que je développe sur quelle typologie. Eh bien, si, oui. Quelle mission on a dans ce genre de cabinet? Ça marche. Côté crypto-comptabilité, déjà, ça, c'est la vraie première mission, en fait. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en fonction de l'investissement que vous allez faire et de l'activité principale de la société, le traitement comptable des actifs numériques n'est pas le même. Oui. Donc, il y a un vrai rôle de spécialisation pour l'expert comptable sur ce volet-là. On intervient également sur l'évaluation des jetons. Il y a un certain nombre de porteurs de projets français qui ont émis leurs propres tokens. Et donc, il y a des enjeux derrière d'évaluation de tokens pour aller tout simplement payer tout ce qu'on appelle charges sociales, la partie fiscalité aussi pour les advisors, les founders, mais également les salariés qui devront être incentivés au départ. Ensuite, il y a déjà des opérations d'incentive comme ça avec des bien sûr. On accompagne, il y a tout un process de management package à mettre en place pour incentiver justement ces salariés, pour les motiver à bosser davantage, en quelque sorte de la même manière pour les BSPCE, les stock options. Voilà. C'est quoi les avantages pour une entreprise de saisir des cryptos de toutes ces façons-là? Alors, il y a des avantages à plusieurs niveaux. Déjà, d'un point de vue calcul de la plus-value qui est beaucoup plus simple au niveau de la société. Aujourd'hui, en fait, on a un calcul comptable une fois par an qui est basé sur le revenu taxable. Donc, les plus-values sont intégrées dans les revenus, le chiffre d'affaires de la société et les autres revenus de la société versus les charges qu'on a en face. Et une formule qui est assez simple, donc jusqu'à 42 500 pour les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. On a un taux qui s'applique, donc ce taux de 15%, et au-delà de 42 500 qui est à 25%. Le deuxième avantage que moi je vois au niveau de la partie crypto en entreprise, c'est justement le report de la moins-value. Il y a énormément des pertes qui peuvent arriver, notamment en plein cycle. Et donc, côté particulier, en fait, on ne peut pas reporter les pertes qu'on a effectuées sur une année, ce qui est possible au niveau de la société. Et troisième enjeu, c'est sur tout ce qui est déduction des frais. On peut déduire les frais pour aller payer son expert comptable, pour aller payer tout simplement d'autres frais, et notamment les frais de gaz qu'on paye sur la blockchain, qu'on ne peut pas déduire sur les plus-values au titre d'un... Par exemple, les particuliers ne peuvent pas déduire
c'est frais. Vous l'avez dit, vous êtes spécialisé en crypto-actifs. On parle à combien de pourcents du Bitcoin et combien de pourcents du reste des cryptos dans les opérations que vous menez? Je n'ai pas ce chiffre. Vous savez pas? Non, je n'ai pas ce chiffre aujourd'hui. J'ai des porteurs de projets qui sont sur tout type de crypto-actifs. En revanche, par contre, on a une métrique au sein du cabinet qui est de suivre le nombre de consulting qui sont bookés pour s'exposer aux crypto-monnaies. Et là, en fait, on a de plus en plus de sociétés traditionnelles, des libéraux qui viennent nous voir, par exemple des médecins qui veulent placer une partie de leur trésorerie en crypto. Et là, souvent, c'est tout de suite Bitcoin. Bitcoin. Ils ne pensent même pas à regarder autre chose. Ils se disent, on veut placer en Bitcoin. Et c'est souvent une métrique qu'on voit, mais sur les pure players Web3, ils sont exposés un peu partout en fonction des enjeux de la société et des activités sur lesquelles elles interviennent. Pour terminer, quelques recommandations pour être en conformité? En matière de recommandation, qu'est-ce que je peux dire? C'est d'être compliant, en fait, garder toute traçabilité des transactions qu'on effectue. On arrive encore une fois à avoir des wallets sur lesquels il y a des dépenses perso. Pro, en fait, de la même manière que vous gérez la partie fiat, il faut séparer le perso du pro, informer sa banque. Souvent, on a des surprises et avoir toujours un backup en deuxième compte bancaire. On ne sait jamais comment la banque peut se comporter par rapport à dès que vous annoncez que vous avez des cryptos. Je rigole en voyant Guillaume parce qu'on a eu une expérience ensemble sur ce sujet-là. Et voilà. Voilà, c'est ça les recommandations. Voilà. Guillaume Hurel, vous êtes cofondateur de Trace. Vous m'avez dit entreprise française, on dit Trace, hein, attention. Trace, SAS, que fait Trace? Que fait Trace? On propose un service d'authentification native pour assurer une traçabilité enrichie sur tout le long du cycle de vie d'un produit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on prend un bien de valeur et on va, à ce bien de valeur, on va lui accoler un tag qui peut prendre plusieurs formes. On peut parler de puces, NFC, RFID, etc. Et ce tag va être relié à un NFT pour créer en fait un certificat digital, un peu comme un jumeau numérique en fait du produit. Ce certificat va être récupéré par le client final comme certificat d'authenticité. Et donc, ça permet de lutter de renforcer la lutte contre la contrefaçon, puisqu'on peut prouver l'authenticité du bien auquel le NFT est relié. Ça permet d'être une conformité réglementaire aux réglementations qui ne vont pas manquer de changer dans les années à venir. Si on prend par exemple ESPR, ça répond aussi aux besoins des consommateurs qui demandent de plus en plus d'informations de traçabilité des produits. Mais quel type de produit? Parce que là, vous parlez de NFT. Les NFT, on en a parlé il y a 4 ans. Il y avait vraiment la mode des NFT, particulièrement dans l'art, dans la mode. Ça s'arrêtait à peu près là. Et puis, il y a eu un grand vide du NFT. Pourquoi vous avez décidé de rouvrir une boîte? C'était il y a 6 mois. Vous avez ouvert cette boîte septembre dernier. C'est ça. Qui est basé justement sur l'authentification via NFT. Alors pourquoi le NFT? En fait, contrairement à ce qui s'est fait dans le monde de l'art il y a quelques années, sur lequel il y a eu un gros buzz, les NFT avaient une valeur en soi. Il fallait acheter le NFT de 1 à plusieurs millions de dollars pour certains. Oui. Chez nous, le NFT n'a pas de valeur. C'est un certificat. Et pourquoi on choisit le NFT? Parce que c'est un non-fungible token. Donc c'est ce qui va de manière le plus solide permettre d'authentifier le produit, puisqu'en fait le NFT, son caractère est immuable. Donc aujourd'hui c'est une des prouesses de la blockchain, c'est qu'elle permet de dire oui, mon certificat est immuable. Donc le NFT chez nous n'a pas de valeur en soi. Par contre, il est là pour être adossé à un bien qui, lui, peut avoir de la valeur. Donc, pour répondre à votre première question, quel produit? Bien sûr, des produits de valeur pour la plupart. Par exemple, dans le luxe, du mobilier, de la maroquinerie, un petit peu tout ce qu'on veut authentifier et auquel on peut le relier. Alors, qui sont concrètement vos clients qui ont adhéré depuis la création de Trace? Et je vais en citer... on est sur BFM Business, vous pouvez citer tous les noms que vous voulez. Hein. je vais en citer un qui est notre partenaire depuis presque le début, qui est la société Jouffre, qui fabrique, qui est un tapissier extrêmement prestigieux. Oui.
Oui. En fait, ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on travaille avec eux pour développer cette solution. D'ailleurs, vous pourrez nous retrouver très bientôt au Salon Révélation, qui est le salon des métiers d'art, à partir du 21 mai, où on va faire la démonstration de notre technologie à leur côté. Donc voilà, je peux vous les citer eux. Les autres, je vais pas encore les citer, c'est un petit peu tôt. Bon, d'accord. Vous reviendrez pour citer les suivants. Les clients peuvent récupérer donc le NFT dans une app, et après on fait quoi sur cette application ? Et merci pour votre question, parce qu'en fait l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, elle démarre là. C'est pour ça qu'on parle de traçabilité enrichie. C'est que notamment dans le monde du luxe, l'expérience elle est au cœur c'est le cœur du sujet. C'est tout ce qu'on va pouvoir apporter comme émotion, comme service, comme contenu. Et au travers de ce certificat, on peut avoir, si par exemple vous achetez un sac, vous allez pouvoir avoir des conseils pour entretenir votre sac. Si vous avez besoin de le réparer, vous pouvez prendre un rendez-vous pour aller apporter votre sac. On peut tout imaginer en termes de contenu. On peut faire du branding, pousser des informations. En fait, tout ça, c'est au bon vouloir, entre guillemets, du client, savoir ce qu'il veut intégrer au certificat. Et nous, on est là pour faciliter la mise en place de cette structure. Et on est vivre sur le temps. Oui, allez-y. Oui, en fait, c'était pour dire que nous, on propose vraiment une solution clé en main, à la fois avec une plateforme qui permet à la société de créer les certificats et l'application finale, qui est un wallet, en fait, mais pour le client, il ne le saura jamais. C'est une application qui lui permet de récupérer, de transférer, si besoin, son certificat, s'il a besoin de le vendre. Oui, s'il revend, oui. Absolument. Et puis de profiter de tous les services. C'est intéressant, j'ai une question pour vous deux, parce que je sais, j'ai appris dans l'après-midi que vous aviez fait la Blockchain Business School, c'est vrai ? Mais vous êtes très bien informé. Oui, absolument. Et c'est intéressant parce que vous avez fait une école spécifiquement sur la blockchain. L'enseignement de la blockchain, du Web3, allez voir dans les écoles de commerce, il y en a très peu ou il n'y en a pas du tout. C'est intéressant de faire cette formation et comme vous avez un cabinet qui est aujourd'hui entièrement consacré aux crypto-actifs, c'est intéressant de voir ces acteurs-là. Ça complète quelque chose qui n'existait pas avant, ça complète une formation qui n'existe pas aujourd'hui, pas assez. Totalement. L'expérience qu'avec mes associés, on a connue à la Blockchain Business School, c'est indispensable. Parce que moi, avant de faire le cursus, je connaissais de loin, j'avais mon petit wallet, voilà. Mais au moins, là, de faire un cursus comme celui de la BBS, ça permet de fixer, de créer des bases et puis de comprendre de quoi on parle. Après, ça fait absolument pas de moi quelqu'un de tech. C'est pas moi qui code et j'en suis bien incapable. En revanche, je peux avoir une discussion et je comprends quels sont les enjeux et de quoi on parle quand on parle de la structure, de l'architecture technique qu'il peut y avoir derrière. C'est un peu capillotracté, mais vous aussi, vous avez créé un cabinet comptable qui est uniquement dédié à la crypto. Ça se voit pas beaucoup pour le moment, pas encore. On a des comptables qui s'y mettent progressivement, mais qui se forment. En quoi c'était important de faire ça pour vous ? Parce que c'est assez limitant malgré tout pour le moment de faire uniquement de la crypto. C'est clairement un choix, effectivement. Mais alors, c'est marqué sur le site. En gros, moi, j'ai vraiment voulu lier ma passion à mon métier. Je passais tellement de temps depuis fin 2016, je passe tellement mon temps sur les sujets crypto, Web3. J'en ai fait mon mémoire, j'ai passé des centaines d'heures sur ce sujet-là et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire sur ce métier, comment je peux intervenir moi. Et c'est avec cette casquette que je me suis dit, tiens, je vais me lancer, je suis diplômé et je lance ce cabinet. Et aujourd'hui, je suis toujours là après 3 ans. Donc voilà, c'est que... et les cas d'usage ne font que... Ça ne va faire que croître. Et les adoptants, bien sûr. Xavier. Oui, mais sur le sujet, en fait, c'est un sujet large d'éducation financière. Oui. On sait très bien le problème en France, voire en Europe, avec la finance et les citoyens consommateurs épargnants. Et effectivement, avoir un vernis peut être utile, que ça soit en finance et de manière technologique, comme tu viens de le dire. On n'en ressort pas forcément spécialiste tech, mais on comprend justement avec quelles sont les interactions comptables, techniques, juridiques, en termes de conformité, légaux et ainsi de suite. Et puis après, à la fin, business, parce qu'on a tous des entreprises et pas des associations. Donc, on doit faire du business. Tourner tout ça. Mais juridique et la conformité, c'est évidemment absolument essentiel quand on est européen. Xavier Gomez, dites donc, vous étiez nos yeux
à Dubaï il y a quelques jours. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un token 2049 Oui. à Dubaï, qui est un événement récent, on va dire, qui a été créé compte tenu de la politique menée aux Émirats arabes unis, qui pousse à l'adoption et l'intégration de ce type d'investissement et de technologie. Historiquement, l'événement principal est celui de Singapour, qui aura lieu en septembre. Et Dubaï a été créé récemment ces derniers temps. Et plus de 10 000 personnes, pratiquement toute la planète. Et c'est vrai qu'on ne réalise pas, mais en fait, c'était, si je peux le résumer, la rencontre entre la finance traditionnelle et la DeFi, et surtout en termes de région. Il y a, on va dire, le monde émergent et l'Occident, si je peux le dire comme ça. Parce que le monde émergent a des besoins financiers en termes d'intégration, puisque nous, aujourd'hui, en Occident, en Europe, on a des systèmes qui tiennent la route, qui fonctionnent, sans blockchain et crypto. C'est pas la même utilisation suivant les régions du monde, vous avez raison. Exactement. Oui. Et vous avez une région qui a envie d'être active. On parle de Bahreïn, Koweït, mais surtout, on va dire les Émirats arabes unis, qui a des velléités de devenir un hub régional, voire mondial, en attirant les meilleurs projets avec une fiscalité adéquate, en attirant aussi des acteurs de la finance traditionnelle pour constituer et organiser son marché. C'est dans le cadre du développement international aussi de Enseignants, on a pu rencontrer les autorités que sont les deux régulateurs à Abu Dhabi et à Dubaï, et on a été très très bien accueillis. C'est intéressant. Quelle est leur position justement, les régulateurs de ces régions-là, par rapport à ce qui se passe en Europe ou par rapport à ce qui se passe aux États-Unis d'ailleurs? En fait, ils n'ont pas forcément une vision sur l'Occident. Ils regardent d'un clin d'œil, mais ils sont très indépendants avec leurs projets à 2030, voire 2040, de faire une place internationale. Et quand vous voyez la manière dont ils sont positionnés géostratégiquement, ils sont, on va dire, un peu au milieu du monde. Et de là, eux, ils veulent parler à tout le monde, se fâcher avec personne, être à la fois ferme mais équilibré pour attirer le business. Et donc, on a des discussions très intéressantes puisqu'ils sont assez flexibles, on va dire, dans leur évolution de la réglementation, tout simplement. On parle souvent dans cette émission de MiCA, de la réglementation en Europe, des différences qu'il y a aux États-Unis. De la même façon qu'il y a une concurrence entre les places financières, il y aura une concurrence qui est en train de s'installer entre les places crypto. Est-ce que ce qui est en train de se mettre en Europe, en termes de régulation, par exemple, Guillaume, va nous porter préjudice ou va protéger nos acteurs? La vaste question. La protection. Enfin, en Europe, on a toujours eu cette approche de protéger qui a un côté très vertueuse. Bien sûr, l'approche est bonne. En même temps, à partir de quand elle commence à empêcher, voilà. Donc moi, je suis pas sur un projet qui est purement crypto. Nous, la blockchain est un outil qu'on utilise dans notre architecture. Donc, on souffre pas directement de ça. Maintenant, je pense que sur les projets crypto, ne serait-ce que pour avoir MiCA en France, déjà c'est un peu plus compliqué que dans d'autres pays européens. À Malte, par exemple. Voilà, par exemple, rien que ça, c'est un sujet. Voilà, ce serait bien que les pouvoirs publics français et européens prennent un peu conscience de ça. Houssane, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je suis expert comptable, donc profession normée, tiers de confiance. Et malheureusement, en fait, je le vois à travers mes clients qui commencent de plus en plus à regarder ailleurs, à se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas que j'aille chercher une licence ailleurs? Et même en matière d'innovation, ils ont peur. C'est plus le bac à sable. Pourtant, on ne parle pas d'il y a 20 ans, 30 ans, c'était il y a 4 ans. Ils tentaient des choses là beaucoup moins. J'ai l'impression qu'ils veulent plus s'aventurer et se disent il y a trop de risques pour moi, que ce soit pour émettre un token, que ce soit pour s'attaquer au marché des stablecoins. Les projets DeFi font que là, moi, je vois de plus en plus mes clients qui se disent tiens, Houssane, j'aimerais que tu fasses une étude pour me donner les avantages réels et pour rester en France, en fait, parce que à part les dispositifs fiscaux, j'en vois de moins en moins. En fait, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Ouais, on est bien d'accord. C'est justement un des sujets par rapport à différentes régions et MiCA qui a été
on va dire, installé dans une des premières économies du monde pour l'instant, qui est l'Europe. Et je vous parlais tout à l'heure de la flexibilité du côté de Dubaï. Ils sont, on va dire, un peu proactifs pour éviter ce type de départ. Ils écoutent la plupart des entrepreneurs, puisqu'il y avait pas mal de représentants de la finance traditionnelle, avec des Goldman Sachs, des Apollo et ainsi de suite, et on va dire des acteurs un peu moins importants qui veulent entrer dans cette activité-là, et donc ils étaient assez ouverts pour revoir les choses. Alors que c'est vrai que nous, ça donne un cadre, avec un cadre qui est un peu plus compliqué, par exemple sur les stablecoins, où on ne peut pas recevoir les récompenses, aussi ouvert pour intégrer dans le système financier tout ce qui est, on va dire, tokenisation d'actifs. Bon, nous-mêmes, nous poussons pas mal de produits en France, on peut regarder sur notre plateforme, et il y a eu un super débat entre BlackRock, Apollo et Securitize, qui est une grosse société américaine, leader sur tout ce qui est RWA, qui disait allons-y, de toute manière, notre job, c'est de tokeniser des actifs réels. Prenons les règles simplement existantes, mais laissez-nous tranquilles sur la partie tokenisation, puisque ce qu'on tokenise est déjà régulé. Donc, il y avait des panels très intéressants. Et aussi, ce qui était très intéressant... Il reste 30 secondes. Ouais, c'était l'intégration de l'IA dans le côté Web3 avec la blockchain. Donc, avec notamment tout ce qui était protocole avec NIR et Intelligent Internet qui ont fait des démonstrations assez impressionnantes. Oui, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui a beaucoup insisté sur les synergies qui existent effectivement entre l'intelligence artificielle et ce qui va se mettre en place sur la blockchain. Xavier, je suis désolée, vous avez trop de choses à dire, il n'y a plus assez de temps. Je le savais que vous étiez trop bavard. On n'a pas le temps pour les actus, mais c'est pas grave, on fera ça demain. Merci à tous les trois messieurs d'être venus sur ce plateau. Houssseini Soufali, fondateur d'Odel Consulting, Guillaume Hurel, cofondateur de Trace, et Xavier Gomez, directeur général de Vancelian. Merci d'être venus dans l'émission Crypto BFM Crypto, le club, c'est dans ce sens-là. Vous continuez à nous écrire crypto@bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis. Je laisse la main à Guillaume Sommerer, c'est BFM Bourse. Passez une bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.